Socialement, elle est improductive. Mais les enfants deviennent religieusement nécessaires. Et l'islamisme a toujours joué un rôle social dans ces banlieues. Ils ont gangréné les banlieues. La massification du chômage et l'exclusion sont venues brutalement briser ce long processus d'adaptation. Le facteur économique, c'est un facteur très important. La question de l'économie maintenant, sur le coût du terrorisme, c'est quand même incroyable. J'étais dernièrement à Bruxelles et on parle de 60-80 milliards. Le terrorisme coûte entre 60 à 80 milliards. Mais dites-moi, à qui ça profite? Il y a pour moi aussi les puissances occidentales qui ont cette volonté de contrôler leurs ressources pétrolières. Il y a des réserves hydrauliques. Il est évident que dans le conflit, il y a toujours en arrière-fond l'aspect économique. Il y a la volonté de certaines puissances occidentales de contrôler sur l'identité et l'appartenance. La question de l'identité est essentielle. Comment, depuis 40 ans, j'ai construit mon identité? À travers le regard des gens. Et le regard des gens n'est pas toujours un regard positif, et ce regard qui finit par être intégré et intériorisé, et bien, entretient cette ambiguïté. Si bien que j'ai du mal à juger ma propre vie d'une manière impartiale. Et quel qualificatif j'entendais quand j'étais petit, quand je suis arrivé dans les Vosges. Je suis passé de 30 degrés à moins 20. Et comment m'appelaient les Vosgiens? Ah, le sale arabe qui vient manger le pain des Français. Mais je leur disais, bah, c'est pas de ma faute, moi, s'il est bon votre pain. L'islamisme a su capter cette demande identitaire. Ils y répondent bien évidemment de leur propre vision des choses. Ils récupèrent ces questions identitaires qui sont devenues un enjeu essentiel dans le processus d'intégration. Ils opposent cette nouvelle entité du sacré. Ils délogent littéralement l'individu. Le sentiment d'appartenance, permettez-moi de vous dire cet après-midi, ce n'est pas de nous dire après 40 ans d'où est-ce qu'on vient. Il serait peut-être temps qu'ensemble, on construise le nous dont a parlé Farid. Et qu'on regarde finalement où est-ce qu'on peut aller ensemble. Tout ce qui entretiendra l'ambiguïté, le rejet, favorisera la frustration. Il entretiendra le terreau de l'extrémisme et favorisera la radicalisation. Un point sur la peur. Il y a 15 jours, je suis invité par l'ensemble des responsables du secours catholique à Lourdes. Première fois que j'allais faire mon pèlerinage. Je prends l'avion. Je suis dans l'avion tranquillement. Arrivé à un moment dans l'avion, j'ai ma vessie hachakoum qui est pleine. Je veux aller me soulager aux toilettes. Je me lève. Fallait voir la tête des gens. Il suffisait, je crie Allah Akbar, ils auraient tous dit gamin, c'est pas. Mais la peur Daesh l'entretient. Mais à la peur, moi j'oppose la foi, j'oppose mes convictions. On construit de la part des masses médias, malheureusement en France, une image apocalyptique sur les musulmans. C'est la culture de l'esthétique de l'horreur. C'est la méfiance. Qu'est-ce que ça favorise? Une politique sécuritaire de surveillance. Un jour, on va peut-être me mettre une caméra dans les toilettes, hachakoum. Je terminerai sur les mécanismes de la radicalisation. Non, parce que les caméras, il y en a qui sont gagnants. Les rabatteurs ciblent aujourd'hui toutes les couches de la société. Même semble-t-il, certains mouvements protestants, talibans, évangéliques. Ils s'intéressent à leur univers mental. Ils opèrent là où la culture religieuse n'existe plus, ou peu, et là finalement où on leur a laissé le terrain. Ils ciblent ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui sont isolés, et dont l'entourage est éloigné de l'islam, ceux qui favorisent l'embrigadement. C'est le mal-être du jeune qui fait que ce discours se transforme finalement en souffrance, en toute puissance. On lui fait miroiter des rêves, on lui dit Dieu t'a élu pour mieux voir les choses que les autres ne voient pas. Tu as des capacités, on le valorise, comme lui-même n'a jamais été valorisé par son père. Ça, c'est le début, et ensuite, il y a la mise en rupture avec ses parents, sa famille, où il augmente son sentiment de persécution à travers l'image, les vidéos, le slogan. On le coralise, on le brutalise. Il y a cette vision binaire concrète qui s'imprime entre le chat et le coffre. Il s'ensuit là un réflexe de méfiance dans un environnement paranoïaque. On lui fait étudier toutes sortes de théories complotistes, l'atmosphère anti-musulmane, et à travers, je dirais, ces théories étudiées, calculées, je me dis, mais quand même, depuis quelque temps, ils sont forts, les rabatteurs.
J'ai l'impression qu'ils ont fait des études à Hollywood, moi, pour arriver à faire des vidéos comme ils les font. On l'isole, on exerce sur lui une emprise, on le viole. On le viole chaque jour. On le viole mentalement, psychologiquement. Tous ceux qui sont différents deviennent ennemis. Et c'est dur quand ce sont des membres de ta propre famille. Le jeune quitte ce monde réel pour un monde radical, qui lui rappelle sans cesse qu'il lui, il est dans les vrais. Le gourou, il régule et planifie, dirige l'orchestre ses pensées. Et à ce stade, les prédateurs ont réussi leur endoctrinement. Ça, c'est l'identité refuge. Et là, il adhère au groupe. Il n'y a plus de sensibilité personnelle. Il fait partie de l'élite. Les réseaux sociaux confirment. Il le renforce dans son sentiment d'appartenance à un groupe. C'est plus qu'un groupe. Il y a un tissu de fraternité qui s'étoffe, mais qui est tellement fort. Ils ont 15-25 ans. Tout à l'heure, nous avons entendu un témoignage. Le jeune avait 30 ans. Il y en a d'autres qui ont 35 ans. Ça touche les femmes qui s'engagent, qui portent elles-mêmes aujourd'hui cette radicalité, qui la transmettent. Le rejet, la frustration, le sentiment d'exclusion, l'islamophobie, le sentiment d'être toléré, pas accepté, la quête d'un idéal. Ils ont besoin de se sentir utiles, acceptés, valorisés, aimés, connaissance, reconnaissance. Elle est comblée par Daesh. Mais après Daesh, qu'est-ce qu'il y aura? Je vais juste terminer en vous disant, qu'est-ce qui m'a déradicalisé? Je suis aussi issu d'un quartier. Mais les premières personnes qui sont venues dans mon quartier, c'est des bonnes sœurs catholiques. Des Batman en bleu avec une croix. Et c'est la première fois que je voyais ce type d'individu, de personnes. Et elles avaient toujours le sourire, qu'est-ce qu'elles m'énervaient. Donc je suis allé voir mes grands frères, je leur ai dit, mais c'est qui les Batman en bleu avec la croix? Et un de mes grands frères m'a dit, mais elles vont aller en enfer. Je lui ai dit, mais elles vont y aller avec le sourire. Mais je voudrais vous dire, quand j'ai vu le regard de ces bonnes sœurs catholiques se projeter sur moi, avec de l'amour, c'est ce regard-là qui m'a déradicalisé. Et nous sommes dans une France. Il faut que notre voisin dégage une odeur nauséabonde pour qu'on se rende compte finalement qu'il est mort. Un monde déshumanisé. On se dit plus bonjour. Il faut revenir à des choses simples. Merci. Merci beaucoup Saïd. Je ne me connaissais pas comme ça. Je pense qu'on va passer à la